Bienvenue dans Be Mindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Mafre, fondateur de Be Mind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes, de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récit de vie incroyables. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous? Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage. Salut les B-Minders, bienvenue dans un épisode de B-Mindset. L'épisode du jour a été enregistré avec Philippe-Antoine Cortès. Philippe-Antoine Cortès est un entrepreneur. Son parcours m'a intéressé car il est assez atypique. Dans cet épisode, nous parlons évidemment d'entrepreneuriat, de changement de parcours de vie, mais également de santé physique, de santé mentale. Comprendre comment lui, en tant qu'ancien grand stressé, il a décidé de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi quelles techniques et quels outils il utilise et il gère pour pouvoir maîtriser son anxiété et ses différentes crises de stress. Un épisode très riche dans lequel vous allez pouvoir apprendre tout un tas de techniques et de conseils afin de vous approprier tout ceci dans le but d'améliorer votre santé physique et mentale. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis bon voyage. Salut Philippe-Antoine, comment ça va? Salut Alexandre, eh ben, écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup pour ton invitation à participer à ton podcast. Écoute, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir te recevoir. Je te suis depuis un petit moment via surtout LinkedIn. Il me semble que tu es relativement actif et que tu as une belle communauté. Dans dans mon suivi, ce qui m'a intéressé sur ton profil, c'est que tu partageais beaucoup d'informations sur des thématiques sur lesquelles je suis relativement sensible. Qui sont en lien avec le bien-être, la santé physique, mais surtout la santé mentale également. Ça m'a intrigué. J'ai suivi également ton parcours d'entrepreneur et l'aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'embarques, qui me touche également, où on va prendre le temps d'échanger également là-dessus, sur cette ceinture de respiration qui m'intrigue et que j'aimerais bien tester à l'occasion. Mais avant toute chose, si tu veux bien, je te demandais de te présenter. Eh bien, Philippe-Antoine Cortès, j'ai 41 ans, j'habite à Paris, je suis origine de Bretagne, d'origine bretonne, et j'ai fait comme étude une école d'ingénieur euh, à Brest, spécialisée en électronique et informatique. Et après, c'est un domaine qui me plaisait pas trop finalement, l'informatique, taper du code derrière un écran, derrière un ordinateur du matin au soir, ça me correspondait pas trop. Et j'ai toujours été un peu frustré de ne pas faire médecine. Donc du coup, je me suis spécialisé après en tant qu'ingénieur biomédical. OK? Voilà. Et c'est ce qui a lancé après ma carrière, ouais, on va dire. C'est quoi ingénieur biomédical? Alors, pour être encore plus précis, après l'école d'ingénieur, en fait, j'ai fait un master en imagerie médicale. C'était un peu un moyen de raccrocher le milieu médical, c'est-à-dire, j'ai travaillé un peu dans un labo de recherche qui travaillait sur des IRM, sur des scanners, sur de la médecine nucléaire aussi, sur de l'imagerie nucléaire. Donc voilà, mais c'était très recherche aussi, et ça m'a pas trop plu non plus finalement, parce qu'il y avait beaucoup d'informatique, beaucoup de traitement d'images. Et après, j'ai fait en effet une autre formation en tant qu'ingénieur biomédical. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait, cette formation? C'était dans tous les hôpitaux, il y a un département biomédical qui s'occupe de gérer en fait tous les équipements médicaux de l'hôpital, s'occupe de l'achat, de la maintenance, d'évaluer les différents équipements pour savoir lesquels il va falloir acheter ou pas en fonction des besoins de tel ou tel service.
Donc voilà, c'était vraiment cette dimension-là qui m'intéressait, de travailler vraiment dans le milieu de la santé en tant qu'ingénieur. Et après, par contre, les postes d'ingénieurs biomédicaux en milieu hospitalier, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé non plus. Il a fallu longtemps pour trouver ma voie. Et j'ai après commencé à travailler dans l'industrie des dispositifs médicaux, donc pour un labo américain qui commercialise des dispositifs médicaux. Ok, donc toujours avec cette appétence pour le milieu médical et à défaut du milieu médical, peut-être la compréhension un petit peu de l'être humain. Super. Et comment on en vient à passer donc effectivement d'ingénieur à tranquillement se diriger vers le milieu médical. Et puis, il me semble que derrière, tu as encore changé pour arriver à ton compte. Hum. Comment la transition se fait? C'est quoi le parcours? C'est quoi la réflexion? Alors ouais, c'est vraiment, on va dire déjà, j'ai fait une école d'ingénieur parce que mon père était prof dans une école d'ingénieur, parce que il fallait faire des maths, il fallait faire des sciences, et j'étais pas trop mauvais, donc je me suis lancé là-dedans. Il m'avait découragé de faire médecine parce que c'était très compliqué. Il y avait un concours en première année, donc du coup, j'ai choisi un peu la simplicité. J'ai écouté mes parents, donc voilà, j'ai suivi ce parcours-là. Et après, le biomédical, bah, c'était un moyen d'essayer de retourner un peu vers ma passion pour la santé. Je pense que j'étais un grand fan quand j'étais petit du magazine de la santé. Tous les samedis, je me rappelle que je regardais ça, j'avais une fascination pour le corps humain, la compréhension du corps humain, et même pour remonter encore plus en amont, le dessin animé La Vie. Il était une fois la vie, ouais. Il était une fois la vie, j'étais un grand fan. Je trouvais ça vraiment top, quoi. Je trouvais ça vraiment génial de comprendre ce qui se passait dans notre corps, le fonctionnement. Je trouvais ça vraiment cool. Donc ouais, toujours eu une passion pour le milieu de la santé, pour la compréhension de l'être humain. Et ensuite, bah, une fois que j'ai fait mon école d'ingénieur, que j'ai réussi à trouver ma voie et donc un premier boulot, j'étais un bon petit soldat en fait, hein. J'étais salarié dans une grande entreprise américaine où j'ai commencé par un poste d'ingénieur d'application. Donc j'étais vraiment au bloc opératoire pour assister les cardiologues sur l'utilisation de dispositifs médicaux, principalement des pacemakers, des défibrillateurs implantables et tout type d'équipements pour traiter les troubles du rythme cardiaque. Et ça, j'ai trouvé ce métier-là hyper passionnant parce que au cœur de l'action, en fait, on est vraiment à utiliser les produits au bloc opératoire, à être le binôme du cardiologue. Donc, un métier vraiment passionnant qui m'a accompagné pendant des années. Et après, j'ai eu l'occasion d'évoluer doucement mais sûrement dans cette entreprise-là, à faire un peu de marketing, à faire du développement commercial, à faire du management. Donc, j'étais vraiment un bon petit soldat. Mhm. Et en 2020, je me suis essoufflé un peu. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, d'avoir moins d'envie, moins de passion. Et en fait, là, j'ai profité d'un plan de départ volontaire. Il y avait une restructuration interne. Et plutôt que de licencier les personnes un peu comme ça, ils demandent dans ces plans de départ s'il y a des personnes qui veulent partir de manière volontaire, sous D'accord. couvert d'une formation de reconversion, d'un projet entrepreneurial ou juste de départ en retraite. Sauf que pour la retraite, c'était un petit peu tôt pour moi. Donc, j'ai choisi la formation de reconversion parce que j'avais aucun projet entrepreneurial à ce moment-là. C'était genre, wow, j'ai été salarié pendant 12 ans dans une grosse boîte. Enfin, j'ai vraiment, mais moi, monter une boîte, c'est pas du tout pour moi. Et donc, j'ai fait un MBA en marketing et communication santé, toujours dans le milieu médical quand même. Et en parallèle du MBA, j'ai quand même monté une boîte de consulting pour faire du développement commercial pour des startups, toujours dans mon ancien domaine, pour les accompagner sur le développement commercial sur le marché français. Donc, ça a été ma première expérience entrepreneuriale, mais c'est vraiment une boîte de consulting, c'est du service, il n'y a pas de développement tech, il n'y a pas d'employés. Donc, finalement, c'était une découverte entrepreneuriale très douce. Et ensuite, pendant le MBA, j'ai eu, enfin voilà, après c'est vraiment mon parcours, mais on peut rentrer directement dans le vif du sujet. C'est qu'en fait, cette période de reconversion, à la fois, elle m'a ouvert beaucoup de portes. J'avais l'impression que de quitter le milieu du salariat
et 12 ans de carrière dans la même boîte, je voyais que des portes ouvertes. Je me suis dit, c'est génial, je vais avoir une deuxième vie. Je ne sais pas du tout où je vais, mais en tout cas, c'est pas une grosse prise de risque. Et donc, j'ai eu 6 mois de liberté totale. Et après ces 6 mois, donc, j'ai commencé le MBA, j'ai commencé le consulting. Et là, par contre, j'ai pris des doses de stress, mais de ouf. Et vraiment, mais j'ai l'impression que tout je sais pas, enfin, le fait d'avoir coupé complètement pendant 6 mois, de me remettre au boulot, eh ben, mon corps, il savait plus comment gérer face à des situations stressantes qu'il gérait très bien avant, parce que je suis du genre à appréhender les choses doucement mais sûrement, à toujours lutter contre beaucoup de peurs internes et un vrai stress intérieur. Et là, finalement, tout est devenu trop grand, trop fort. Et donc voilà, c'est vraiment cette vraie difficulté-là qui m'a amené à faire une psychothérapie. Là, on était à peu près en 2020 Mhm. sur ça. Donc, j'ai fait une psychothérapie et j'ai vu en une semaine une psychologue, un hypnothérapeute et un coach de prise de parole en public parce que j'avais un vrai souci de performance dans mon travail. Les mondes de prise de parole en public, ça me mettait dans un état de stress, mais pas possible. Donc, j'avais vraiment l'impression que pour la première fois de ma vie, que je n'allais pas m'en sortir tout seul. Et donc, cette psychothérapie, ça a été quelque chose de génial pour, enfin, voilà, pour enfin déballer un peu tout ce que j'avais caché derrière moi, tout ce que j'avais mis sous le tapis. Et ben, je suis allé vers les thérapeutes en mode, bah voilà, là, enfin, je suis dans une impasse totale. Faites ce que vous voulez de moi, mais il faut vraiment que ça aille mieux. Ok. C'était un peu ça le délire. Et donc, finalement, ça m'a mené à ce nouveau projet entrepreneurial qui est donc finalement euh, à la fois lié donc à mon parcours professionnel, mais surtout à mon parcours de vie très personnel. Ok. Excellent. C'est déjà, je te remercie d'avoir ouvert la porte vers ça parce que c'est toujours pas forcément évident de se livrer sur la partie qui mélange un peu le pro et le perso finalement, sur tes ressentis et sur cette initiative que tu as eue d'aller vers des thérapeutes pour pouvoir t'aider à aller mieux. Euh, qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en as ressorti de cette thérapie? Qu'est-ce qui a été utile, moins utile? Comment tu as vécu la chose, si c'est pas trop indiscret? Non, non, pas du tout. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose dont je parle maintenant de manière très libérée. Avant, c'est parler de santé mentale, parler de mes ressentis, parler de stress, parler de toutes mes peurs et mon anxiété. C'était juste quelque chose d'impossible. Il y avait un côté un peu tabou, un côté il faut pas, ouais, enfin, il faut pas en parler, il faut pas montrer ses faiblesses. Là, ce que j'ai appris avec ça, en fait, avec les thérapies, euh, j'ai appris un peu, voilà, le concept de l'enfant intérieur. Euh, Ça m'a permis d'essayer enfin, voilà, de regarder mon passé de manière objective, d'identifier les situations qui ont pu être un petit peu traumatisantes et qui ont mené au fait que pendant quasiment toute ma vie, j'ai toujours ressenti énormément de stress dans des interactions sociales, beaucoup de peur, beaucoup de problèmes respiratoires, toujours une difficulté à respirer naturellement parce qu'il y avait énormément de stress. Donc ouais, de mettre des mots en tout cas sur du stress chronique, sur de l'anxiété sociale. Et après, l'hypnothérapie, ça a surtout été une vraie révélation pour moi parce que j'ai réussi à enfin, comprendre et surtout à apprécier le fait que le stress et l'anxiété faisaient pas partie de moi, que je pouvais le mettre de côté et qu'à un moment, je pouvais être dans un état vraiment hyper zen, vraiment profond de relaxation, de profonde détente et sans aucune pensée parasite qui tourne en boucle dans ma tête. Donc j'ai vraiment pu apprécier le fait en fait, je peux me détacher de ces peurs, je peux me détacher de cette anxiété, euh, et qu'on peut retravailler, reprogrammer, on va dire, les épisodes un peu traumatisants qu'on a eus dans nos parcours de vie, on peut les reprogrammer dans cet état d'hypnose pour en donner de nouvelles issues et faire en sorte que ce soit moins lourd à porter.
Donc non, franchement, ça a été une expérience assez incroyable et j'ai appris du coup beaucoup d'outils qui m'accompagnent encore au quotidien parce que même si en effet je me définis souvent comme un ancien grand stressé et un ancien anxieux social, on peut vite retomber dans ces travers. Donc finalement, je sais que voilà, j'ai toujours une base où je peux être hyper stressé, avoir des peurs sociales, mais en tout cas maintenant j'arrive à m'équilibrer. J'ai des outils pour réussir à ne pas retomber dans le rouge. Et en effet, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, clairement. Donc, avant de te laisser étayer, parce que tu as sorti plusieurs fois le mot outil, étayer les différents outils que tu as appris ou que tu maîtrises de meilleure manière maintenant. Quand tu, euh, quand tu ressens le besoin de te faire aider, euh, tu sais, il y a toujours un moment où on a l'impression qu'on a besoin de se faire aider, mais le passage à l'action est toujours compliqué. Euh, Est-ce que toi, tu as souvenir de la chose qui t'a fait switcher et dire non, non, mais là, j'y vais, quoi. Et j'arrête de tourner autour du pot, de me trouver des excuses et je fonce. Ouais, donc clairement, en fait, tu as complètement raison. On peut, enfin, pendant des années, finalement, je me suis senti toujours très stressé, toujours beaucoup de peur, d'angoisse, mais je gardais tout pour moi. Pour beaucoup de personnes, j'avais l'air hyper calme, hyper détendu, mais clairement un faux calme. Au fond de moi, ça bouillonne souvent. Mais je compensais en fait. J'avais mes systèmes de compensation et puis dans la plupart des cas, ça se passait très bien. C'est-à-dire que dans mon travail, ça n'a jamais été un gros frein pour évoluer. J'ai quand même réussi à me battre contre ces peurs et à faire en sorte que bah, dans cette bataille-là, la plupart du temps, je gagnais. Mais c'était quand même épuisant, mais ça m'empêchait pas d'évoluer. Et en fait, le déclic, eh ben, malheureusement, c'est que parfois, il faut avoir l'impression de tomber au fond du gouffre pour vraiment se rendre compte que là, ça va plus, en fait. Et donc, c'était vraiment un souci de performance. C'est-à-dire, c'était vraiment dans mon activité de consulting que je venais de démarrer plus dans le MBA où je sentais que j'étais pas à l'aise du tout. J'étais en sous-performance totale. Les prises de parole en public, je les évitais à fond. J'étais vraiment plus aussi performant qu'à l'époque où je travaillais en tant que salarié. Il y avait vraiment eu un vrai gap, un vrai switch. Donc c'est vraiment ce vrai souci de performance qui m'a mené à me dire, pendant le deuxième confinement, donc en novembre 2020, me dire que là, attends, t'as le temps, là, c'est un peu en mode blackout encore, il y a tout de fermé, mais par contre, voilà, c'est peut-être le moment finalement pour se prendre en main, parce que ça peut pas continuer comme ça en fait. Enfin, je suis censé démarrer ma seconde vie, mais le break de 6 mois, il était génial. J'avais aucun stress, aucune pression, c'était génial. Mais alors là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc non, vraiment une prise de conscience liée à un vrai souci de performance. Ok. Et c'est triste, c'est dommage finalement. Mais C'est triste, oui, oui, c'est triste parce que il faut souvent attendre que les gens soient dos au mur ou qu'il se passe quelque chose d'important pour que la prise d'action soit mise en place. Mais finalement, parfois c'est un mal pour un bien. Et j'ai envie de te dire, il y a des personnes malheureusement qui vont avoir ça, mais n'auront pas je sais pas si c'est une histoire de courage ou pas, mais en tout cas, n'iront pas jusqu'à demander de l'aide, solliciter l'aide d'un thérapeute ou d'un expert pour pouvoir aller mieux et resteront à créer de nouveaux mécanismes euh, d'adaptation erronée, si tu veux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et se contenteront d'une vie un peu bancale où ils jongleront avec leur stress, leur période compliquée, puis après ça va un peu mieux et puis ça switch. C'est comme ça. Après, est-ce que toi, tu as eu des mots, tout à l'heure, tu parlais des mots physiques, est-ce qu'il y a eu des symptômes auxquels souvent on n'écoute pas trop, ça peut être des problèmes digestifs, des choses, enfin voilà, je sais pas, je te laissais me dire s'il y avait des choses sont apparues ou qui étaient là depuis longtemps et qui maintenant, grâce aux techniques que tu as mis en place,
ont évolué ou changé ou arrêté? Ouais. Bah clairement, ouais, enfin, l'impact de l'anxiété et du stress pendant beaucoup de temps, c'était uniquement un petit peu, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de problème physique particulier, quelques tensions, enfin, je dormais plutôt bien, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Mais après, c'était plus dans le cadre d'interactions sociales où clairement, j'avais l'impression de me liquéfier, de devenir tout rouge, de voir la respiration qui se bloquait, d'avoir peur de bégayer, ça, c'était vraiment dans le feu de l'action, on va dire. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours lutté un peu contre justement toutes ces pensées-là. Euh, Après, en effet, sur la fin, je commençais vraiment à avoir des problèmes d'insomnie, à moins bien dormir. Et problème digestif, en effet, bah, tu as mis le doigt dessus direct, parce que quand on est hyper méga stressé, en stress chronique, en effet, problème digestif, c'est des choses qui arrivent assez souvent. Et donc, au début, je n'avais pas fait de lien, mais clairement, je le sentais que, enfin, j'avais des problèmes digestifs depuis un petit moment, mais je faisais pas forcément un vrai lien entre bah, ce stress chronique, parce que pour moi, j'ai toujours été comme ça, donc, je n'avais pas forcément j'ai pas fait de lien direct. Mais ouais, j'ai eu quelques problèmes digestifs, euh, quelques admissions aux urgences d'ailleurs pour ça même. Et en fait, clairement, depuis que j'ai fait cette psychothérapie, que je m'écoute plus, que je régule beaucoup plus mon stress, et ben, tous ces troubles digestifs, ils ont complètement diminué, mais clairement. Et limite, je m'en suis aperçu moi, en essayant, enfin, juste en prenant conscience que, tiens, au fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu tous les problèmes que j'avais avant. Donc, ouais, donc, clairement, l'impact du stress et de l'anxiété sur mon corps, j'ai fait des liens après, et le fait maintenant d'être plus proche, de m'écouter beaucoup plus, d'avoir ces outils pour pas retomber dans des gros pics de stress et d'anxiété, de pouvoir m'équilibrer plus, ça a fait disparaître pas mal de soucis. Et donc, en termes de technique, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as appris à maîtriser ou à contrôler? Alors, première, enfin, on va dire que les deux apprentissages, les deux outils majeurs qui étaient en lien avec la psychothérapie, c'était l'hypnose. Donc, les sessions d'hypnothérapie accompagnées avec un hypnothérapeute, c'est top, hein, parce que du coup, il t'embarque très facilement. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant, cet état de conscience modifié. Et c'est quelque chose que j'ai appris à faire de l'auto-hypnose. Donc c'est un outil qui m'accompagne beaucoup, de passer par le mental justement pour calmer tout le corps et calmer le mental. Je trouve que l'auto-hypnose c'est vraiment très très fort de pouvoir visualiser en plus, de pouvoir se projeter sur des situations qui peuvent être stressantes pour bah, les dédramatiser tout de suite. Je trouve que ça c'est un outil vraiment génial. Et après bah, c'est la respiration. Forcément qu'on m'a recommandé aussi pendant bah, cette psychothérapie. Et je savais, moi, clairement que depuis l'enfance, je respirais très mal. De toute manière, je veux dire, le fait de la respiration, ça a toujours été un vrai sujet pour moi. J'avais fait du yoga il y a quelques années parce que je savais que ça pouvait aider. Et en effet, en pratiquant le yoga, j'ai découvert que j'avais un diaphragme et que je pouvais respirer un petit peu par le ventre, on va dire, enfin de manière diaphragmatique. Donc ça avait été une vraie révélation déjà il y a peut-être pas loin d'une dizaine d'années, non, peut-être pas une dizaine d'années, mais il y a au moins 7 8 ans, facile. Mais après, le problème, c'est la régularité, c'est le travail, il faut y passer du temps. Ça reste toujours plus simple de prendre des médicaments que de prendre le temps de faire ces exercices de respiration. Et donc voilà, donc pendant cette psychothérapie en 2020, on m'a recommandé de faire des exercices de respiration. Je savais très bien que ça pouvait me faire que du bien, mais il y avait beaucoup de frustration de me dire que c'est quand même hyper chiant à faire. C'est pas simple à faire. Et donc, en effet, le développement après que j'ai pris et de la société est clairement lié à ça, en fait, hein. Je me considère comme un patient expert et pas comme un expert de la respiration ou un expert des neurosciences, mais plutôt comme un patient expert, comme quelqu'un qui a expérimenté.
Et la respiration fait partie d'un apprentissage encore maintenant, mais un outil incroyable pour se recentrer sur soi et faire retomber la pression. Donc ouais, c'est un outil qui m'accompagne tous les jours. Et l'auto-hypnose, j'en fais pas tous les jours. Il y a des périodes où j'en faisais tous les jours, mais là moins. Mais dans la semaine, ça m'arrive très très souvent, en tout cas, de le faire. Ok. Mm. Hop, ça m'amène gentiment vers l'évolution, effectivement, de professionnelle que tu as pu avoir derrière. Mm. Et Et juste, ouais, juste pour terminer sur les outils, parce que, en effet, ça, c'est des outils qui peuvent paraître, enfin, que peu de personnes mettent en place un peu dans leur quotidien. Il y a aussi, finalement, ça, c'est très du bon sens de dire aussi qu'il y a le fait de faire du sport, le fait d'aller marcher, le fait d'aller courir, le fait de prendre l'air, de partir en week-end, d'avoir des interactions sociales avec des potes, le fait de bien manger. Clairement, c'est aussi, voilà, c'est pas juste de l'auto-hypnose, pas juste de la respiration, c'est vraiment un ensemble, on va dire. je pense que c'est important que tu rappelles ça, Mm. dans le sens où souvent, quand on est dans une période compliquée, dans une période de crise, on cherche vite à éteindre le feu. Donc, on va chercher la technique, la révolution, le truc qui va pouvoir apaiser, faire redescendre l'état de stress le plus bas possible, le plus rapidement possible. Euh, donc, c'est important d'avoir à disposition quelques outils qui permettent de maîtriser un peu plus à l'instant T ces effets-là. Après, il faut penser la chose dans sa globalité, il faut penser moyen et long terme. Euh, Si on a comme profil, comme tu peux l'être, comme je peux l'être, comme le sont des milliers, pour pas dire des millions de personnes, avec une forme de stress un peu récurrent qui est là, un peu sous-jacent, qui traîne un peu, où on sent qu'on a soit des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes d'humeur, des problèmes de concentration. Enfin voilà, ça peut être tout un peu mélangé, c'est parfois un peu complexe. Euh, il y a un protocole général à essayer de garder dans sa tête, qui est effectivement le bouger plus. Pas forcément se mettre des cartouches et envoyer des grosses séances de sport à chaque fois, mais bouger plus, être vigilant sur ce qu'on donne, sur ce qu'on se donne à manger. Euh, donc la qualité de ce qu'on mange et comment on le mange. Le fait d'interagir socialement ressort de plus en plus, effectivement. Le fait d'avoir des bonnes relations sociales, de côtoyer des gens qui vous sont positifs, qui vous tirent vers le haut. Et puis après, bah, la respiration, le sommeil, enfin, toutes ces bases qu'on a tendance à rabâcher qui peuvent paraître très banales pour certaines personnes qui se disent, ah, ils sont encore en train de nous barber avec ça. Mais en vérité, c'est tellement fondamental pour ma part, je ne me lasserai pas de le répéter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut avoir atteint un certain seuil de mal-être pour pouvoir comprendre l'intérêt de ça. Mais vraiment, la puissance de la respiration, des différentes techniques de respiration qu'on peut trouver dans la pratique, comme du yoga, qu'on peut retrouver dans certaines philosophies. Enfin voilà, il y a vraiment un intérêt à apprendre à respirer parce qu'on ne sait pas respirer. Aujourd'hui, c'est plus de 9 personnes sur 10 qui ne savent pas respirer, hein, qui ont une respiration dysfonctionnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques. Voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération et c'est important d'avoir des témoignages comme le tien et des personnes comme toi qui entreprennent dans ce sens pour pouvoir faire valoir ça. Euh, Ce qui m'amène à parler de ton entreprise à l'heure actuelle, que je vais te laisser présenter également qui est en lien avec la respiration et le bien-être. Ouais, exactement. Bah, c'est vraiment la conséquence de ce parcours. Finalement, c'est la création de NeoFlow. Parce qu'en gros, voilà, dans cette psychothérapie fin 2020, quand on me conseille des exercices de respiration, eh ben, j'essaie d'en faire. J'y arrive les 2, 3 premiers jours à faire exactement comme on me dit, 3 fois 5 minutes. Mais en fait, très rapidement, ça me saoule, quoi. Très rapidement, je me dis, bah, je le ferai plus tard. Et, je repousse. Et au final, je commence à sauter 1 fois, 2 fois. Et puis, bah, je laisse tomber, quoi. Donc, il y a eu énormément de frustration de me dire que ces exercices de respiration, ils sont censés me faire du bien, mais j'arrive pas à le faire parce que c'est hyper chiant à faire. Ça demande trop d'efforts de concentration. Il faut dédier du temps. Du coup, il y avait beaucoup de frustration. Et quand on est toujours très dans le mental, en plus, on est un peu stressé et tout ça, bah, c'est très difficile justement
de se dire, allez, stop, je bloque du temps, je fais ça, et en plus, on ressent pas tout de suite du plaisir. Il y a beaucoup de contraintes, donc on n'a pas envie de le refaire. Donc voilà, il y avait un peu ces frustrations-là. Et dans le cadre du MBA que j'avais, justement, j'avais un sujet de mémoire à porter, et donc j'ai décidé de réfléchir au développement d'un produit qui pourrait vraiment faciliter la pratique d'exercice de respiration, pour que ça devienne plus une partie de plaisir que vraiment une contrainte. Et donc j'en suis arrivé au produit qui est en cours d'industrialisation, qui est donc une ceinture de respiration, une ceinture qui va guider la respiration par le sens du toucher. En fait, j'ai eu entre guillemets cette découverte, mais c'était pour moi en tout cas une découverte très fortuite. J'étais en train de faire une visioconférence avec la startup américaine pour laquelle je faisais du consulting et j'étais hyper méga stressé. J'avais une présentation à faire et avant que ce soit moi de prendre la parole, j'étais en train de faire ma cohérence cardiaque dans ma tête, quoi, en train de compter un, 2, 3, 4, 5, inspire, etc. Et ça me demandait forcément beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, j'avais un crayon dans la main. J'ai pris le crayon et je l'ai passé le long de mon ventre en mouvement de va-et-vient. Et d'un coup d'un seul, mon mental, il a complètement déconnecté et je respirais sur le rythme du crayon, sur le ressenti tactile du crayon qui se déplaçait sur mon ventre. Et j'étais plus en train de compter dans ma tête. Et ça a été une sorte de libération mentale où je me suis dit, waouh, ça devient tout de suite beaucoup plus simple de caler, de se synchroniser sur un mouvement tactile que de compter dans sa tête ou que de regarder une application avec une petite boule qui monte et qui descend. Et donc, toutes mes recherches, elles sont parties un peu de là. J'ai commencé à regarder un peu les brevets, à prototyper. Et puis, bah voilà. Donc ça, c'était en janvier 2021 que j'ai eu cette idée. Et donc, tu vois, il a fallu déjà, ça fait plus de 3 ans. Et donc là, maintenant, j'ai un prototype industriel qui a été testé par beaucoup de personnes. Et donc là, voilà, il y a eu des précommandes de fait, une commande de Nature et Découverte. Donc là, maintenant, c'est en cours d'industrialisation pour un lancement commercial d'ici la fin de l'année. Excellent, félicitations. Merci beaucoup. Et donc, en effet, sur ce principe aussi sur ces frustrations que je rencontrais, moi, je savais très bien que la respiration abdominale, la respiration diaphragmatique, c'était quelque chose de très compliqué, quoi, que je respirais plus facilement par le haut du corps, plus naturellement, malheureusement, parce que c'est pas censé être la respiration naturelle. Et du coup, en effet, le fait de mettre de la sensation, mettre le guide tactile au niveau de l'abdomen, au plus proche de la zone qui doit vraiment bouger, qui doit vraiment s'activer, eh ben, ça permet vraiment de faciliter aussi une respiration abdominale. En fait, la ceinture de respiration NeoFlow, je la définis souvent un peu comme une ceinture de cohérence cardiaque et de respiration abdominale. Génial. Est-ce que, j'ai peut-être un peu vite en besogne là, mais est-ce que dans cette ceinture, il y a d'autres respirations que la respiration de cohérence cardiaque? Pardon. Alors, il y aura 7 programmes de respiration. C'est quand même dans l'ensemble un peu basé sur la cohérence cardiaque, hein, clairement. Donc, les deux modes très classiques de cohérence cardiaque où on est sur de 6 respirations minutes. Donc, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Le mode équilibre. Un mode qui va un peu plus relaxer, qui est où on inspire 4 secondes et on expire 6 secondes. Donc, le fait d'expirer un peu plus, on va stimuler un peu plus longtemps le système nerveux qui est là pour le relâchement, pour la détente. Et après, il y a des modes où on va aller plus loin sur l'expiration encore, en fait. Il va y avoir du 7 secondes d'expiration, du 8 secondes d'expiration. Un mode énergisant où on va inspirer plus longtemps que l'expiration pour au contraire stimuler à l'inverse le système nerveux qui va être là plus pour l'éveil, pour l'énergie, pour se dynamiser. Et ensuite, des modes débutants pour ceux qui ont une faible capacité respiratoire, pour les emmener progressivement d'une respiration entre guillemets rapide à quelque chose de plus lent et de plus profond. Donc ça reste quand même très basique. Il y a que des respirations fluides. On inspire, on expire, pas de temps de rétention, pas de temps de pause, qui peut paraître tout de suite très technique pour le grand public. Euh, donc voilà, 7 programmes de respiration. Il y aura 7 niveaux d'intensité parce qu'on n'aura pas tous le même ressenti tactile. Donc Ouais. le guide tactile sera aussi, l'intensité tactile sera aussi variable. Ok, super. Et ça, tu dis, c'est commercialisé fin d'année. Et ça, en effet, on est en cours d'industrialisation et en effet, on va pouvoir livrer.
toutes nos précommandes Ulule plus Nature et Découverte d'ici octobre, octobre-novembre au plus tard, et après le lancement commercial dans la foulée. Excellent. Bah, j'imagine que ça doit être un long parcours, parce qu'entre le moment où tu as l'idée, le moment où tu as la ceinture pour de vrai, donc avec ton premier prototype, j'imagine les différents essais, les retours, les ajustements, et puis ensuite l'autre étape qui doit être bah, l'industrialisation, parce qu'il faut en fournir plusieurs. Mm. J'imagine que c'est un long process. On pourrait faire un épisode que là-dessus, mais plutôt entrepreneurial pour le coup. Euh, Qu'est-ce que toi, euh, tu peux nous partager là-dessus, sans rentrer dans une démarche hyper liée à l'entrepreneuriat, mais comment ça se passe, comment tu le vis, Bah, il y a des hauts et des bas, ça c'est sûr, ouais. mais en fait, par rapport au plan initial qu'on se fait dans la tête, par rapport, OK, on va monter une boîte, on met en place une stratégie, on contacte des personnes qui vont aider à prototyper, à industrialiser. On a l'impression que tout va pouvoir se faire en 1 an et demi, 2 ans. Et puis là, finalement, ça fait déjà 3 ans et demi. Donc en fait, il faut être extrêmement résilient. Il faut prendre conscience que c'est des temps hyper longs de développer un produit, d'autant plus un produit hardware et que si on fait finalement, si j'avais été avec un mindset plus dans l'opportunité de me dire, ah là, il y a vraiment un marché, je suis sûr que ça peut marcher, go. Bah, franchement, je pense que j'aurais pu m'essouffler très vite ou à un moment donné me dire, oh là là, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ça me fait chier, c'est trop long, il y a trop d'enjeux financiers, je prends trop de risques. Alors que moi, en fait, finalement, je suis parti. Enfin, j'ai une vraie mission maintenant. Mhm. Vraiment, j'ai eu cette vraie douleur de pas réussir à faire ces exercices de respiration, une vraie prise de conscience que c'est censé me faire du bien et que ça peut aider beaucoup de monde, mais c'est tellement frustrant de se dire que c'est plus difficile à faire que de prendre des médicaments. Et donc, moi, j'ai vraiment cette mission de d'amener un produit qui va pouvoir aider, mais de nombreuses personnes, des personnes qui sont en prise au stress, qui font des crises d'angoisse, qui sont anxieux chroniques, de vraiment leur apporter une solution pour qu'enfin ces exercices de respiration, soient quelque chose de facile, quoi. Ça devienne un plaisir, qu'on ait envie de le faire et de le refaire, parce que c'est dans l'allongement de la pratique, de la durée de la pratique et dans la régularité qu'on va en tirer un maximum de bénéfices. Et donc, en effet, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être, entre guillemets, embrassé par cette mission. Et ça, en effet, ça me porte beaucoup. Et je pense que ça me permet finalement de gérer beaucoup plus facilement les moments un petit peu de creux. Ouais. Et tous les entrepreneurs qui ont tenté l'aventure ou qui sont encore entrepreneurs savent à quel point c'est une aventure, hein, avec des hauts, des très hauts, des bas, des très bas, des périodes stables. Enfin, c'est très intéressant comme expérience de vie, mais effectivement, il faut être résilient. Je pense que c'est le bon terme. Euh, Ouais, ouais. Et c'est vrai, je pense que la résilience vient avec vraiment la mission qu'on porte. Est-ce qu'on y croit vraiment, en fait? Est-ce qu'on est vraiment embarqué dans la mission? Est-ce qu'on veut vraiment aider les gens? Est-ce qu'on veut vraiment résoudre un problème? Ou est-ce qu'on y va juste parce qu'on a décelé une opportunité commerciale et du coup on se dit, allez, go, c'est sûr, je vais faire une grosse boîte, je vais gagner plein d'argent et tout ça. Si on a cette vision-là, je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué. Si on est avec une vraie mission, franchement, on peut déplacer des montagnes. non, mais c'est un beau retour, une belle expérience que tu nous livres là, et merci déjà pour ça, pour ce partage. Euh, pour revenir sur ta partie euh, ceinture. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations? Comment on peut bah, avoir encore un peu plus d'informations? Et j'aimerais aussi, une fois que tu auras répondu à ces questions, et j'arrêterai de te déranger avec toutes mes questions, euh, j'ai vu et lu que tu avais participé au concours Lépine, je crois. Et j'aimerais que tu nous parles de cette expérience juste après. Ouais. Alors NeoFlow pour l'instant, alors la ceinture de respiration, donc on a un site internet neoflow.co. Donc là pour l'instant, on présente un peu le produit, on présente
On présente les bienfaits de la respiration, les méthodes, et on peut s'inscrire pour justement être dans la liste pour ne pas rater les prochaines précommandes qui auront lieu au mois de septembre. Après, comme tu as vu, bah, je communique beaucoup sur LinkedIn. C'est vraiment un réseau très important pour moi pour créer une communauté. Et du coup, voilà, enfin, je suis extrêmement accessible pour les personnes qui me contactent via LinkedIn. On peut échanger. Je partage beaucoup sur les sujets de santé mentale, de stress, de respiration, d'anxiété. Voilà pour cette partie. Et l'autre question, c'était, après, j'enchaîne sur Et, pour parler du concours Lépine. le concours Lépine. Ouais, alors ça, c'était incroyable. En effet, le concours Lépine, donc ça se passe pendant la foire de Paris. J'avais jamais été à la foire de Paris, mais c'est juste énorme. Ça draine vraiment des Français de partout. Et c'était une expérience incroyable parce que ça dure 12 jours. Et donc pendant 12 jours, j'ai pu parler de respiration, présenter ce que je faisais et faire tester la ceinture à des centaines de personnes. Et du coup, ça a été un retour incroyable en fait, parce que j'ai fait tester la ceinture avant à pas mal de personnes, à des thérapeutes, à des contacts LinkedIn, à des personnes qui avaient un peu mon profil aussi de stressé. Mais là, en fait, il y avait vraiment une dimension différente. Il y avait une dimension où c'est un panel de personnes très représentatif des Français, on va dire. Et du coup, c'était assez incroyable hein, de pouvoir faire tester avec des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des petits, des grands, des très minces, des plus forts, et qui venaient certains avec des problèmes très particuliers. En tout cas, là où ça marche très très bien, enfin là où j'ai vraiment senti que j'ai pu mieux définir entre guillemets mon cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui ont eu un vrai effet waouh sur le produit. C'est vraiment des personnes qui ont une vraie douleur, qui ont un vrai stress, qui font des crises d'angoisse, qui ont déjà essayé des exercices de respiration avec des applications mobiles par exemple, qui ont vu un sophrologue, une psychologue, on leur a recommandé de le faire. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. Ils ont l'impression que c'est beaucoup trop d'efforts, ils sont trop dans le mental, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Et ces personnes-là, en fait, le produit a un vrai effet waouh. Donc ça m'a vraiment conforté un petit peu sur le chemin que je prenais. Et aussi, il y a eu quelques thérapeutes, quelques professionnels, coachs en préparation mentale, sophrologues, médecins et psychologues aussi, qui passaient comme ça au hasard devant mon stand, qui ont testé le produit et pareil, ils ont vraiment vu la plus-value du produit pour accompagner justement leurs clients, leurs patients. Donc ça, franchement, ça a été enfin, vraiment génial pour ça, parce que j'avais rien à vendre en plus, hein. Mm. J'avais juste à présenter mon produit et à le faire tester et à accumuler un maximum de retours. Et donc la cerise sur le gâteau, forcément, bah, le concours Lépine, hein, c'est d'avoir une médaille. Donc j'ai une médaille de bronze ce qui est assez incroyable en tout cas. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Enfin, pas dire que je m'y attendais pas. J'espérais avoir une médaille, mais en fait, le concours Lépine, je me suis inscrit. C'est un entrepreneur qui m'en a parlé au mois de février en me disant, ah, tu devrais le faire. Tu as posé un Mm. brevet, tu devrais le faire. C'est un salon génial. Donc j'y suis allé un peu en mode, ah oui, j'avais pas pensé du tout. J'avais pas de budget pour ça dans ma tête. C'était focus sur l'industrialisation. Et donc, en effet, je me retrouve à la foire de Paris et au concours Lépine un peu par hasard parce que un gars m'a dit bah, vas-y, quoi, fonce, tu vas voir, c'est vraiment génial à faire. Et en effet, la médaille de bronze, c'est canon en fait parce que ça permet de crédibiliser encore plus ce que je fais, de donner du mérite euh, et de renforcer un peu ouais, l'image de ce que je fais, de la ceinture de respiration auprès de ma communauté et auprès du grand public. Donc franchement, une aventure assez incroyable et aussi beaucoup de rencontres avec d'autres entrepreneurs qui montent des startups, enfin pas forcément des startups, mais des entreprises avec des produits qui ont, pareil, un engagement, une mission, qui sont dévoués dans ce qu'ils font, quoi. Je trouve que c'était vraiment une très très belle expérience. Après, ça dure 12 jours. Je suis sorti de là, mais complètement rincé, hein. Tu m'étonnes, ça devait être super intense. Et puis, comment ça se passe? Donc, cette remise de médaille, il y a une cérémonie, il y a comment c'est défini. Enfin, voilà, dis-moi un peu. Ouais, il y a une cérémonie le vendredi soir, le dernier vendredi soir.
il y a une cérémonie où, en effet, de manière très, très officielle, ils présentent les différents prix alors, il y a des prix aussi un petit peu spécifiques. Il y a aussi un prix de la ville de Paris, il y a un prix de différentes régions aussi. Enfin, voilà, il y a quand même il y a quand même pas mal de prix. Mais oui, il y a une cérémonie qui rend un peu la remise. Enfin, ouais, il y a quelque chose d'officiel, quelque chose qui est un peu sacralisé. On voit que le concours Lépine, c'est pas un concours qui a 2 3 ans. Hmm. Donc c'est vraiment chouette. Et puis, on repart avec son diplôme et puis avec sa médaille, avec sa belle médaille de bronze qui est sur mon bureau, d'ailleurs, hein. Voilà, avec monsieur Lépine. Génial, excellent. Moi, c'est une belle, ça doit être une belle fierté. Et puis, effectivement, comme tu dis, ça crédibilise ton produit, ton projet. Je pense que ça doit te remettre un petit coup de boost derrière. J'imagine que ça peut-être peut ouvrir des portes ou des contacts. Donc, c'est top. C'est top. T'es content? Ouais, franchement, très très belle aventure. Et en effet, la seule condition, en effet, c'est qu'il faut poser un brevet. Il faut avoir un brevet de déposer. Et donc voilà, ça met une certaine barrière à l'entrée, mais en tout cas, enfin, je peux que recommander des personnes qui ont un projet, une invention, une idée, s'ils l'ont prototypé et qui l'ont protégé, je peux que leur recommander de participer à ce concours. C'est vraiment une aventure incroyable et il n'y a pas forcément besoin d'être déjà dans une démarche entrepreneuriale. Il y a le côté vraiment très inventeur, fou, hein. Mhm. Il y a des personnes qui étaient là juste avec aucun marketing ni quoi que ce soit, juste leur prototype fait dans leur garage et ça suffit en fait. Excellent. Ok, cool. Bah écoute, c'est vraiment hyper riche là, tout ce qu'on vient d'échanger. Encore une fois, merci pour l'échange sur le parcours, sur la vie perso, le cheminement pro. Ça donne pas mal d'infos. J'aimerais bien qu'on clôture cette discussion avec une dernière partie, si tu veux bien, qui est plutôt en mode réponse du tac au tac. Euh, j'ai des questions qui reviennent de manière régulière que je pose à tous mes invités. Ça me permet à moi d'avoir un certain fil rouge entre chaque interview et puis éventuellement de créer une sorte de base de données, de ressources pour les personnes qui écouteraient, qui auront envie de savoir. Ma première question, typiquement, souvent, c'est ta citation préférée. La citation préférée? Ben, alors la citation préférée, j'en ai une qui est sur un post-it devant moi que j'ai noté il y a que j'ai noté il y a, je sais pas, il y a 3 ans, 4 ans quand j'étais dans cette reconversion et que j'avais participé, enfin j'avais écouté un podcast ou un webinar avec un psychiatre. Et dans une des slides, il y avait cette citation d'une sagesse tibétaine qui résonnait beaucoup en moi, donc je l'ai notée et elle m'accompagne souvent. Si tu écoutes ton cœur lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Et enfin, pour moi, ça veut tout dire en fait, parce que pendant des années, j'ai pas du tout écouté mon corps, alors qu'il m'envoyait plein de signaux de genre, il y a des tensions là, ça va pas. Et du coup, je l'ai entendu crier. Et donc, en effet, cette phrase, elle m'accompagne beaucoup parce que ça me toujours besoin, en effet, de me redire, allez, prends le temps d'écouter un peu ce qui se passe, parce qu'on a vite fait de retomber dans ses travers. Ok. On pourrait couper la discussion juste là-dessus. Moi, ça me va. Ok, super. L'autre question que je pose régulièrement, c'est ton dernier livre lu ou ton livre préféré? Ah. Alors là, pour le coup, j'ai un peu le côté scientifique, matheux, geek, je sais pas quoi. Donc, je suis pas un très grand lecteur. Si c'est un Euh, article scientifique, ça me va. un article scientifique, ouais. Bah, un article scientifique, il est peut-être encore ouvert sur mon ordi. Non, celui que j'ai redémarré tout à l'heure. Ouais, alors c'était en effet les articles scientifiques. J'aime beaucoup aller sur PubMed, qui est un peu la base de données des articles scientifiques. Et hier, en effet, c'était un article, une méta-analyse qui montrait justement, évaluait les bénéfices de la respiration sur l'anxiété. Voilà. Et ça Donc, en donnait effet, quoi? T'as pris le temps de la lire en entière ou t'as pas fini?
Ouais, bah en fait, c'est une méta-analyse. Donc, en fait, les, euh, les auteurs de la publication ont regardé de toutes les études scientifiques qui évaluaient la respiration pour vraiment des sujets anxieux. Et en fait, ils font un peu un bilan de toutes ces études-là. Et en fait, en regardant toutes les études qui traitent de ces sujets, ils se rendent compte qu'en effet, dans la plupart de ces études-là, il y a des effets significatifs, c'est-à-dire que la respiration, en effet, a un vrai effet sur le système nerveux et permet vraiment de réguler l'anxiété, de diminuer l'anxiété. Donc, en effet, c'était une sorte de publication qui mettait en avant le fait que, OK, il y a beaucoup d'études qui ont traité de ces sujets-là, ça marche, c'est significatif. Par contre, il y a des soucis en termes de protocole. C'est ça le plus gros souci de manière avec ces méthodes-là, c'est qu'il y a tellement de méthodes de respiration. L'intention qu'on va mettre dans la respiration va aussi varier, va faire varier les effets, les ressentis. Et donc, les protocoles, généralement, bah, d'une étude à l'autre, c'est pas les mêmes, quoi. Donc, c'est ça le plus difficile, en fait, dans ces études-là qui analysent tout ce qui a été fait et étudié, c'est que généralement, les protocoles, ils varient beaucoup. Et ce qu'il faudrait réussir à faire, bah, c'est qu'il y ait juste un ou deux protocoles qui soient étudiés quasiment systématiquement pour être sûr qu'on parle toujours un peu de la même chose. Mais c'est la complexité de ces outils-là, alors que pour les médicaments, c'est beaucoup plus simple. Le médicament, il fait 100 milligrammes de je sais pas quoi. Tout le monde prend la même chose. On mesure le poids du patient. Enfin, en termes d'études, c'est beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Euh, L'autre question que j'avais envie de te poser, c'était quoi? Quelles sont les questions que j'ai tendance à ramener sur le bord? C'est, bah tiens, je me doute de la réponse, ton exercice de respiration préféré. Bah, c'est vraiment la cohérence cardiaque. On va dire vraiment le côté hyper lent, hyper profond, pas besoin d'être dans la contrainte, essayer de trouver quelque chose de très fluide, de très naturel pour avoir envie de le faire, pas juste 5 minutes, mais de pouvoir le garder 15-20 minutes. Et là, pour le coup, c'est vrai que la ceinture, ça aide beaucoup. Donc, cohérence cardiaque au quotidien avec la ceinture. Je peux en faire même parfois pendant 40 minutes, pendant que je fais ma cuisine, pendant que je regarde un film, pendant que je travaille. C'est ça qui est aussi hyper intéressant avec la ceinture, c'est de pouvoir le faire en parallèle d'une autre activité. Et après, bah, je fais toujours du yoga une fois par semaine avec un prof. Et donc, les techniques de respiration, pranamaya, respiration nasale alternée, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de calme. Ok. Mm. Deux dernières questions. La première, c'est, j'ai trop de mémoire. La première qui est partie, c'est grave. C'est grave, docteur. Non, alors on va passer par la deuxième. Pas grave, peut-être que la première reviendra. C'est si tu avais une personne à me conseiller à interviewer de ton entourage, de tes connaissances, qui ce serait? Eh ben, dis donc, une personne à interviewer de mon entourage. En lien avec ce que je diffuse, hein, le bien-être, la santé, éventuellement la performance ou l'entrepreneuriat. Ouais, alors il y a Yves Vincent Davroux, que j'apprécie beaucoup, que j'ai l'occasion de rencontrer. Yves Vincent, il est respirologue, respithérapeute, et il apporte vraiment une dimension très santé à la respiration, pas juste une dimension bien-être. Il accompagne des personnes qui ont de vraies pathologies, qui ont des troubles cardiaques, enfin des pathologies cardiaques, du diabète. Il travaille avec le CHU de Lille et le service de cardiologie notamment. Donc il accompagne vraiment des personnes qui ont une vraie pathologie et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Il donne aussi des formations et il apporte vraiment les techniques de respiration au-delà d'un simple état de bien-être, mais il apporte vraiment une dimension santé. Ok, top, j'irai checker ça et à défaut, tu pourras m'envoyer sur LinkedIn si tu as son contact. Mm. Et la dernière question est revenue. Si
il- c'est un peu glauque au départ, mais c'est plutôt sympa. Si il te restait plus que quelques jours, quelques heures à vivre, et que tu pouvais laisser un message à l'humanité, une trace de toi sur cette planète, ce serait quoi? Ah, là là, bah, franchement, c'est prendre le temps de s'écouter, en fait. Prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on est sursollicité dans tous les sens par la vue, par l'ouïe, par le monde extérieur. Et du coup, on oublie complètement qu'on a aussi un sens qui est tourné vers notre intérieur, qui s'appelle l'interoception. Et qu'on ressent très souvent d'ailleurs hein, quand on a envie d'aller pisser, quand on a faim, quand on a soif. C'est ça en fait. Sauf que finalement, on peut aller encore beaucoup plus loin que ça. On peut ressentir vraiment toutes ces tensions internes, comment on se sent, toutes les pensées, est-ce qu'elles sont positives, est-ce qu'elles sont négatives. Donc tout ça, en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension de son soi intérieur. Et donc en effet, s'il y a un message à retenir, en tout cas de mon expérience, que j'ai envie de partager, c'est ça, c'est prendre le temps de s'écouter. Ok, bah écoute, sur ces belles paroles, sur cette belle phrase, ça fait une belle conclusion pour moi. Une fois de plus, je te remercie de ta disponibilité et dans tous les cas, on n'hésitera pas à aller continuer de te suivre et suivre l'aventure de NeoFlow. Je redonne un petit peu les différents réseaux. Tu peux le donner sur LinkedIn. On peut te retrouver très actif. Je sais que tu es aussi un petit peu sur Insta. Et bah, après, le site internet que tu as donné tout à l'heure, neoflow.com. .co. Franco. Ouais. .co. Voilà. Donc, un grand merci à toi. Eh ben, merci beaucoup pour ton invitation, c'était un plaisir. Merci à toi. À bientôt.